Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation Merci cet à après-midi vous. sur Radio J. Vous êtes chroniqueuse politique après avoir été la porte-parole des Républicains. Les débats au sein de la nouvelle Assemblée nationale ont régulièrement été émaillés ces dernières semaines par de vives tensions, mais aussi parfois par des dérapages plus ou moins contrôlés, le plus souvent venant des extrêmes, mais pas toujours. Depuis votre poste d'observation, Laurent Saillet, diriez-vous, pour reprendre les mots du ministre Franck Riester, que les séances parlementaires se rapprochent parfois en ce moment des jeux du cirque ? Oui, et un cirque assez triste parfois quand il y a de l'outrance, parce que si vous voulez, il y a quand même une forme de danger dans ces comportements. On parle souvent, par exemple, au-delà des propos qui ont dépassé ce qui était acceptable, on parle des vêtements, par exemple. Et tout le monde rit en disant c'est pas le sujet des Français de savoir comment sont vêtus à l'Assemblée nationale les députés. Mais si, c'est important. C'est important parce que l'enceinte de l'Assemblée nationale, elle doit être sanctuarisée. Et ce modèle qu'on donne à la jeunesse, notamment la France insoumise, en venant débrailler, vulgaire, en étant dans une forme d'arrogance, si vous voulez, c'est pas un bon modèle pour la jeunesse, et une jeunesse qui, pour certains, ont voté France insoumise. Donc moi, je m'inquiète beaucoup, si vous voulez, de cette déstructuration des institutions et du modèle qu'on en donne. Ensuite, on a aussi l'extrême droite, avec Monsieur Tanguy, qui, en prenant la parole, vocifère avec une très grande violence. Donc à partir du moment où on ne donne pas l'exemple, c'est pas la première fois, il y en a eu des débats animés à l'Assemblée, mais là, on voit bien qu'on dépasse la limite de l'acceptable et de ce qui doit être représentatif, et notamment pour notre jeunesse. Est-ce que ça peut conduire à une démonétisation, à une dévalorisation de la parole publique dans un contexte de forte défiance dans une partie du corps social de plus en plus important d'ailleurs ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de mensonges aussi. L'extrême gauche ment. Je voyais un tweet de M. Guiraud sur l'amendement justement sur les retraites. Je crois qu'il avait fait 350 000 vues sur un tweet où il ment tout simplement en racontant qu'on a enlevé de l'argent aux retraités. Mais tout ceci c'est relayé massivement sur les réseaux sociaux et c'est un mensonge. Qu'est-ce que ça change justement ces réseaux sociaux dans la qualité, dans la nature de la parole publique ? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ment sur un réseau social où il a beaucoup d'abonnés, le mensonge traîne. On l'a vu au moment du vaccin. Moi, j'ai été très militante justement pour le vaccin, le pass sanitaire, et j'avais contre moi des anti-vax qui avaient des réseaux sociaux surpuissants. Et vous aviez sur une vidéo, par exemple, 1 million de vues sur un message contre le vaccin qui était faux et dangereux et qui restait justement sur les réseaux. Donc je pense que le problème, c'est que ce qui se passe à l'Assemblée et qui est retransmis sur les réseaux sans contradiction, où il y a du mensonge, où il y a de la vulgarité, où il y a de la violence, sur ces réseaux où beaucoup de jeunes, je vous parle beaucoup de la jeunesse parce que je trouve qu'on en parle assez peu, où ces jeunes sont très attentifs à tout ça, on est en train de déstructurer, si vous voulez, des choses essentielles, notamment que sont l'institution de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Laurent Saillet, avait promis une nouvelle méthode de gouvernance pour son second mandat. L'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale rend, on l'a encore vu, vous l'évoquiez mardi soir sur la question de la revalorisation des pensions de retraite, le passage en force quasiment impossible. Est-ce que vous vous félicitez de la reparlementarisation de notre vie politique ? Moi, j'ai jamais pensé qu'elle n'était pas parlementarisée l'année dernière. Au dernier quinquennat, il y a quand même eu des débats à l'Assemblée nationale. Après qu'il y ait une majorité pour légiférer, tant mieux. Et c'était le choix des Français. Les Français ont, à ce stade, ont choisi une représentativité différente qui amène à plus de débats. C'est bien. Et à plus de compromis aussi. À plus de compromis, mais tout dépendra. Là, il se trouve que cette loi sur le pouvoir d'achat, obligatoirement, si vous voulez, il fallait que ce soit fait et en urgence parce qu'il y a vraiment une véritable urgence pour les Français. Donc je pense que les partis politiques, notamment LR, ont bien pris conscience de ça et même d'autres partis politiques. Mais on verra pour la suite parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait une ligne politique qui soit défendue en cohérence avec le président de la République. On a élu Emmanuel Macron président de la République avec un programme. Il va falloir quand même s'il y a des compromis, appliquer le programme du président de la République. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Donc la France insoumise, qui dit toujours d'ailleurs la minorité présidentielle, un mensonge de plus, parce que même s'ils n'ont pas la majorité absolue, ils ont la majorité relative. Mais la France insoumise, si elle pense pouvoir déstructurer tout ce qui a été l'élection présidentielle, et là où les Français ont choisi Emmanuel Macron comme président de la République, je pense qu'ils se trompent. Vous avez soutenu très clairement Emmanuel Macron lors de la présidentielle
présidentielle. Est-ce que vous avez envisagé un moment ces derniers mois de revenir en politique ou est-ce que ça ne vous manque plus du tout finalement ? Écoutez, j'ai l'impression de ne pas en être partie quelque part de la politique. Je suis passionnée, j'ai l'impression d'être engagée aussi d'une autre façon en étant chroniqueuse. J'aime mon pays et j'ai pas l'impression d'en être sortie. J'ai senti à un moment qu'il était important pour moi d'être dans la clarté. Quand on est chroniqueur politique mais très engagé, au moment de la présidentielle, je pense qu'il était honnête de ma part de faire un choix clair, de l'annoncer et donc de sortir de mon système de chronique en fait, puisque j'étais comptabilisée après quand je parlais par l'ARCOM et c'est tout à fait normal. Donc j'ai eu cette séquence-là d'honnêteté parce que on a de l'opinion quand on est chroniqueur. Mais au moment des élections, je pense qu'il faut quand même sortir, faut dire ce qu'on pense et assumer. Et je l'assume avec joie et je suis très contente des résultats de la présidentielle, comme vous l'imaginez. Pour votre ancien parti, Les Républicains, l'avenir est entouré, Laurent Saillet, de multiples points d'interrogation. Il va s'agir notamment de préserver un espace politique propre entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Mission difficile, on l'a vu ces 5 dernières années. Sur le plan du leadership également, le renoncement de Laurent Wauquiez à la présidence du parti a rebattu les cartes parmi les autres prétendants, avec le risque néanmoins de ne pas réussir à incarner dans l'opinion les positions du mouvement. J'ai peur que les gens ne nous calculent tout simplement plus, s'inquiète notamment dans les colonnes du Monde le député de l'Aisne, Julien Dive. Les Républicains sortiront-ils un jour de la crise, Laurent Saillet ? Ce serait bien qu'il y ait un parti de droite républicaine qui émerge. Maintenant, vous avez énoncé les difficultés et je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que leur position à l'Assemblée nationale, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu plus décideurs, de par le fait que le président de la République n'est pas une majorité absolue, fait que c'est un piège terrible pour les Républicains. Parce que soit ils votent comme les choses sont, soit en quoi ils croient et ils n'existent plus, c'est-à-dire qu'ils disparaissent puisqu'ils votent comme la majorité présidentielle, soit ils s'opposent par dogmatisme et ce ne sera pas compris non plus par l'électorat de droite. Donc j'observe avec attention les choses. Là, c'était, je vous dis, très particulier parce que c'était la loi sur le pouvoir d'achat. On verra dans les prochaines lois à venir la manière dont ils se comportent, mais ça va être très difficile de trouver une place sur l'échiquier politique. Maintenant, comme le président de la République... Vous disiez, pardon, Laurent Saillet, vous disiez en mars dans une interview à l'Opinion que Valérie Pécresse avait cramé la droite. Ah oui, je pense, et d'ailleurs je pense que j'ai eu raison de le dire puisqu'on a vu le résultat. C'était pas du tout méchant par rapport à Valérie Pécresse pour laquelle je n'ai ni sympathie ni antipathie, mais simplement Valérie Pécresse est partie des Républicains quand j'étais porte-parole de Laurent Wauquiez. Elle a tapé sur sa famille politique, donc elle est partie après, mais elle nous tapait dessus pour reprendre après tout compte fait les propositions que nous avions nous-mêmes émises sur l'immigration et la sécurité. Elle a gagné l'élection interne parce qu'elle a fait des cartes, c'est-à-dire que c'est le système qui n'était pas bien mis en place pour le coup. Elle a fait adhérer massivement des gens qui l'ont élue, mais elle n'avait pas de corpus idéologique. Et une fois élue, elle n'a pas su aussi rassembler. Elle a été dans une forme de clivage. Et donc, ça a été... quand on n'a pas de corpus idéologique et qu'on n'a pas créé de lien avec les gens de sa famille politique, ça devient difficile, d'autant plus qu'elle n'a pas été particulièrement sympathique avec Nicolas Sarkozy. Et je pense que ce n'était pas une bonne idée pour elle. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, est candidat à la présidence du parti et propose d'agir sans tabou, je le cite, « Quand la droite est de droite, il n'y a plus de place pour les autres », assure-t-il. Est-ce que cette candidature correspond, selon vous, Laurent Saillet, à l'orientation préférentielle d'une majorité des militants LR aujourd'hui ? Alors, je ne connais pas le corpus aujourd'hui des militants, puisque beaucoup sont partis malgré tout après la présidentielle. Donc, je n'ai pas aujourd'hui une vision suffisamment claire sur ceux qui restent comme militants. Mais Éric Ciotti a le mérite d'être clair sur ses idées, c'est-à-dire que pendant la primaire, il a été clair, on connaît sa ligne. Qu'elle soit appréciée ou non par ceux qui restent des militants, je ne peux pas l'évaluer, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. On verra qui est en face. On verra s'il y a plusieurs candidatures. Il y a un espace politique pour cette pensée, celle que défend Éric Ciotti, à droite ? Je ne sais pas, parce que, si vous voulez, le Rassemblement national est dans une forme de taquilla. C'est-à-dire que le Rassemblement national essaye de nettoyer, en fait, ou de cacher son racisme, de cacher ses idées très extrêmes, et parfois même pour certaines personnes du parti, et notamment des militants, une forme d'antisémitisme. Donc, peut-être que s'ils arrivent à se racheter, si vous voulez, une forme de vision
honorables, ils peuvent étouffer une partie des Républicains qui seraient sur une droite plus dure. À voir aussi, je pense que les Français ne sont pas dupes et que même si aujourd'hui le Rassemblement national fait image de bon élève au sein de l'hémicycle parce qu'il joue ce rôle, on va vite retrouver ce qu'ils sont réellement. Merci beaucoup Laurence Saïed d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancienne porte-parole des LR et chroniqueuse politique. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bel été à vous et à bientôt Merci sur beaucoup. Radio J. Radio J.